Mon nom est Hugo Thibodeau-Robitaille. Je suis biologiste senior. Je travaille pour la compagnie T2. On a un bureau basé à Valcourt. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous d'un sujet bien d'actualité, la conservation et la gestion des milieux humides, et aussi savoir qu'est-ce qu'on fait avec un milieu humide quand on en a un sur sa propriété. Bon, la première chose qui est importante pour savoir si on a un milieu humide ou pas sur sa propriété, c'est de pouvoir le reconnaître. Ici, où est-ce qu'on se trouve présentement, on est dans une zone de transition entre un milieu qui n'est pas humide, c'est-à-dire une érablière, on est entouré d'érablières, et juste un peu plus loin, un milieu humide. On est à ce qu'on appelle l'écotone, donc dans la zone de transition, puis où est-ce qu'on retrouve à la fois des espèces de milieux humides et des espèces de milieux secs. C'est une zone très importante, c'est là où est-ce qu'ils se font tous les échanges, dans les écosystèmes, c'est là où est-ce que c'est des excellents sites pour la chasse, entre autres, c'est là que les chasseurs se positionnent, parce que c'est là que les espèces aiment se tenir, c'est-à-dire en transition entre deux milieux. Oui, tantôt, on était à la limite, à l'écotone, maintenant on a les deux pieds dedans, on est dans le milieu humide. Qu'est-ce qui nous permet de savoir si on l'est ou si on ne l'est pas? Au niveau du gouvernement, il y a des lois bien précises. Et ce que ça dit, c'est quand il y a un passage de 50% et plus d'espèces qui poussent les deux pieds dans l'eau, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les espèces hydrophiles, donc qui aiment l'eau. Pas besoin d'être un expert pour avoir un bon sens qu'on a des milieux humides sur sa terre. On a juste à regarder autour de nous. Il y a des espèces qu'on connaît bien, qu'on appelle des espèces souvent, les gens vont appeler ça des swamps, mais bref, des milieux humides. Il y a les fougères qu'on trouve partout autour de nous. Il y a les prêles que beaucoup de gens connaissent. Également les érables, soit les érables argentés, soit les érables rouges, qu'on appelle la plaine. Il y a les carex. Et aussi les saules. Donc, ce sont des espèces que beaucoup de gens connaissent qui permettent de savoir, ouais, mais là, on est pas mal sûr qu'on a les deux pieds dedans. Et aussi, on marche, puis à ce que flouche. Pas besoin qu'il y ait de l'eau. Des fois, il n'y a pas d'eau dans les milieux humides, ils sont juste humides parce que l'eau n'est pas loin de la surface, mais pas nécessairement dans la surface. Dans le cas qui nous intéresse ici, on est dans une pente. Donc, on n'est pas dans une dépression, on n'est pas dans un trou comme ça pourrait être le cas dans une tourbière ou dans un marais, mais on est dans ce qu'on appelle un marécage arbustif en pente. Avec l'eau circule, l'eau est tout près de la surface, pas loin du roc, et elle veut ressortir, là, puis ça crée un milieu humide. Donc finalement, toutes les espèces de plantes qui poussent dans les milieux où est-ce qu'il y a de l'eau, qui sont capables, qui ont la capacité de pousser en presque absence d'oxygène. Donc les racines ont les deux pieds dans l'eau, puis ça ne leur dérange pas, ils sont capables de pousser avec beaucoup de vigueur. Puis toutes les espèces qu'on trouvait plus tôt dans les érablières, mais les autres ici ont complètement disparu. Et ils ont laissé la place à d'autres espèces. Une autre bonne façon de savoir si on est ou pas dans un milieu humide, c'est les sols. Donc le type de sol, on parle de sols qui sont souvent organiques, ou des sols qui ont une couleur grise parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans le sol, donc ils ne sont pas oxydés. Donc ils vont être tous gris. Dans le cas ici qui nous intéresse, les sols sont essentiellement organiques, donc tout ce qu'on voit finalement, c'est des vieilles structures de végétaux qui ont toutes décomposé. Il n'y a pas de sol, comme on dit, du sol minéral. On a parlé de ce qu'était un milieu humide. Maintenant, pourquoi c'est important de les protéger? Je pense que c'est le thème central en bout de ligne de notre capsule. La première raison pratico-pratique pour un propriétaire, c'est qu'il n'a pas le droit de le détruire ou de le perturber sous peine d'avoir des amendes du ministère de l'Environnement, et deux, d'être obligé de leur mettre en état. Donc, d'où l'importance de savoir bien les reconnaître pour être sûr de ne pas avoir à payer de très lourdes amendes et d'avoir à le remettre en état, donc d'avoir à débourser de très grandes sommes d'argent. Mais l'essentiel au niveau environnemental, c'est pas ça. C'est l'importance qu'ils ont. Ils abritent. Si on était dans le nord, on dirait, pourquoi protéger des milieux humides? Il y en a partout. Des fois, tu es dans des endroits, tu es dans le coin de la baie James, il y a plus de milieux humides que de milieux qui ne sont pas humides. Donc, dans ces coins-là, leur importance relative, elle est moins importante. Dans le sud du Québec, ils ont presque tous été détruits. Ils ont été remblayés, ils ont été convertis en terre noire pour l'agriculture. Il en reste presque plus. Donc, plus ils sont rares, plus ils deviennent importants. Là, compte tenu qu'il en reste presque plus, le gouvernement dit, ben wow, avant qu'il ne reste plus du tout, protégeons-les. Et arrangeons-nous pour permettre qu'il y ait au moins un minimum
d'espèces, de biodiversité qui ne se retrouvent que dans ces milieux-là, qu'on puisse continuer à avoir ces espèces-là dans le sud du Québec. Parce que si on détruit les milieux humides, on perd toute cette biodiversité-là, premièrement. Et deuxièmement, on va perdre aussi tous les services qu'ils offrent à la communauté. Ça paraît surprenant, mais c'est des excellentes éponges. Les milieux humides vont capter l'eau. Au lieu que l'eau se ramasse tout de suite dans nos champs, tout de suite dans nos cours d'eau, puis arrache tout, puis érode tout, ben oups, ils arrivent dans le milieu humide, puis là, comme ils commencent à gonfler, ils retiennent l'eau et lentement, ils vont relâcher l'eau. Donc ça, c'est très important pour régulariser le débit de nos cours d'eau. Donc c'est des excellents régulateurs de débit. On l'a dit tantôt aussi, d'excellents habitats pour la chasse. Donc il y a plusieurs chasseurs qui vont les apprécier pour les types d'espèces qu'ils vont pouvoir y chasser. Souvent, on va retrouver, c'est des très bons milieux pour chasser la grande faune, l'orignal, le chevreuil et tout ça, donc ils sont très appréciés. C'est également des excellents milieux pour filtrer. On l'a dit plus tard qu'ils servaient d'éponge, mais également, ils filtrent. Donc, c'est des éponges et des filtres qui vont permettre à l'eau qui va rentrer peut-être plus ou moins propre, avec beaucoup d'éléments chargés en particules en suspension, qui vont être retenus dans le milieu humide et qui vont sortir plus tard beaucoup mieux filtrés, beaucoup plus propres. Et on voit même, il y a même des municipalités qui se servent, qui créent des milieux humides artificiels pour filtrer, pour épurer leurs eaux grises qui proviennent, et les eaux des égouts qui proviennent de la municipalité. Donc en conclusion, j'aimerais mentionner simplement qu'avant de rentrer dans un milieu humide qui est sur vos propriétés ou la propriété de votre famille, pensez-y 2 fois avant de détruire ce milieu-là. Premièrement, parce que ça pourrait être très lourd de conséquences pour vous, parce que ça pourrait vous coûter beaucoup d'argent pour régler le cas et régler les amendes potentielles que vous allez recevoir. Et deuxièmement, bien, vous allez détruire des milieux uniques pour l'environnement qu'on trouve maintenant très peu dans le sud du Québec.